Moi, j'étais en mode, ça marche ce truc? Bah, je suis allé voir le PIB par habitant et moi, c'est 2 980 €, donc oui, il y a moyen de répartir correctement. Comment ça? De quoi tu parles? Et évidemment, le système monétaire, quand on regarde le PIB, effectivement, toute la question du PIB, hein, si on s'intéresse juste au PIB de la France, si on s'intéresse au PIB de la France, on sait qu'on a 2 603 milliards d'euros par an qui est généré en termes monétaires, en termes de situation marchande, parce que c'est toujours dans une situation marchande. Il n'y a pas d'autre vision que la situation marchande. C'est seulement par la marchandise, par la vente de marchandises ou de services, hein, la vente de services, mais finalement, la vente de services, c'est une vente de marchandises. Vous êtes un produit que l'on achète comme n'importe quel autre produit. Donc on vous dit, voilà. Donc la France, son PIB, il est en 2020 de 2300 milliards d'euros bruts. Et par habitant, ça nous donne... Est-ce qu'on a un truc par habitant là? Je ne vais pas le calculer moi quand même. Si. Ah, c'est en dollars là par contre. Non, c'était en euros courants. PIB par habitant. Ils n'ont pas mis le PIB par habitant là. Attendez, PIB France par habitant. Bon, après, on trouve souvent des chiffres un peu différents parce que souvent, c'est pas les mêmes années, c'est pas compté tout à fait pareil. Est-ce que le rapport il a été finalisé ou pas, machin. Voilà, PIB par habitant, décembre 2020, on est à 35 765 € par an. Pardon, en dollars. Est-ce qu'on l'a en euros? Voilà, l'INSEE peut-être nous le donne. Produit intérieur brut, non, là, on n'a pas... Là, on a PIB brut par habitant. La France. La France est là. 103 quoi? C'est en indice. Ça m'intéresse pas. Bon, on trouve pas les chiffres qui m'intéressent. M'en fous de l'indice. Bref. On a les 35 000, on a dit. On va prendre, on s'en fout, on va dire que c'est 3765. Alors, je ne vais pas être à l'euro près, mais vous divisez par 12, ça fait 2980. Donc c'est ce que tu as trouvé, Clem. Alors apparemment c'est en dollars, donc voilà. Donc il suffit de convertir ça en euros, mais c'est-à-dire qu'il y a une création, l'équivalent de 2980 €, 2980 dollars par mois, par habitant. C'est-à-dire que normalement, si l'argent était réparti correctement, on aurait tous 2 980 000 $ par mois. Sauf que, évidemment, comme c'est mal réparti, il y en a qui en ont plus et il y en a qui en ont encore moins. Voilà. Et évidemment, si on faisait une bonne répartition correcte, qu'on prenait tout aux riches qui ont tout et qu'on donnait tout aux pauvres qui n'ont rien, et qu'on répartissait, on serait peut-être pas tous à 2 980 € bruts en dollars. Bon, voilà, on serait pas sur ces chiffres-là, mais on pourrait tourner autour, se dire bon voilà, on arrive à générer tout ça, on répartit correctement entre tous sur une fourchette maximale de temps à temps, évidemment, etc. Alors, si on fait un salaire à vie, le but aussi, c'est pas forcément de donner ces 2 980 à tous, parce que si on donne 2 980 à tous, il n'y a plus rien. Sauf si, évidemment, par le marché, on génère plus d'argent encore. C'est peut-être possible qu'en donnant une garantie générale, on donne plus d'argent, on donne cet argent, on récupère tout, et on répartit tout ça à tout le monde. En donnant ça à tout le monde, on serait sur un truc du genre... Peut-être que avec cette garantie-là, il y aurait plus de création monétaire. Qui sait? On ne sait pas. Hein. Tout le monde pense que si on donne de l'argent aux gens comme ça, ils vont rien foutre et donc du coup, il va rien se passer économiquement. Mais c'est peut-être pas vrai. Peut-être que justement, les conditions sont plus favorables pour que les gens aillent travailler
correctement, faire du produit de qualité et vendre à meilleur prix et peut-être faire augmenter le PIB comme ça, si on reste dans la logique capitaliste marchande. Je reste dans la perspective actuelle de la marchandise, de la génération de PIB, tout ça. Mais évidemment, on ne donnerait pas ça. Parce que le but, c'est de prendre, je sais pas moi, c'est de prendre 50% des revenus de tout. Merde, je suis gouré. Fois 50. C'est divisé par 2. C'est-à-dire qu'on prendrait les 50% des revenus générés au total dans tout le pays. Et donc, si on le répartirait comme ça, en prenant que 50%, on pourrait dégager 1 490 € pour tout le monde, par exemple. Vous voyez, un salaire à vie pour tout le monde de 1 490. Et donc, après, le reste, c'est ça qui ferait la différence entre des gens qui sont un peu plus riches que d'autres. Mais pareil, en limitant par des plafonds pour éviter que des gens aient des milliards et des milliards, on pourrait faire ça autrement. Après, il faudrait voir, parce qu'il y a aussi le fait de garder quand même un peu de trésorerie dans les entreprises, un peu d'épargne chez les personnes, etc., que les gens aient un peu de l'argent personnel quand ils travaillent, etc. Donc il y a moyen de négocier ce truc-là, de voir un peu où est-ce qu'on peut prendre, ce qu'on peut pas prendre. Et j'ai encore un gling-gling. J'ai des gling-gling dans tous les sens. Au secours. Au secours, pourquoi j'ai des gling-gling? Tout le monde fait des gling-gling. On n'est pas sorti de l'auberge, là. Bon, voyez l'esprit. Donc après, est-ce qu'on prend 50% ou est-ce qu'on prend 75%? Est-ce qu'on prend 75% sur les riches? Est-ce qu'on prend 100% sur la partie qui est ultra abusée des riches? Est-ce que... voilà. Il y a plein de points de détail qui est gérable. Il y a tout un... Comment dire, il y a plein de potards en fait. Faut s'imaginer l'économie comme plein de potards. Il y a le potard entreprise, milliardaire, pauvre, riche, middle class, association, machin. Qu'est-ce qui génère de l'argent et à qui on prend, à combien, où et machin. Et comment on répartit tout ça? On peut décider c'est 75%, on prend les revenus 75% de tout. La financiarisation, les entreprises, les salaires, tout, on prend tout à 75%, mais on peut très bien dire, non, on va prendre plutôt 50% pour les middle class et plutôt 75% pour les riches, ou alors 50%, et puis prendre au-delà de 1 million aux riches pour pas qu'il y ait des abus et des sommes astronomiques, etc. Et cet argent mis dans une cotisation permet de répartir le machin. C'est un peu ça aussi, normalement, le principe des caisses chômage, des caisses de sécurité sociale, machin, c'est chacun cotise, tout le monde, absolument tout le monde est censé cotiser, mettre une cotisation, en tout cas dans ceux qui travaillent, ceux qui ont un emploi, machin, qui sont validés par le système marchand, par la vente, par l'entreprise, par le salariat, tout ça. Ils sont tous censés mettre des billes dans un système pour que le jour où cet argent soit utilisé indépendamment de qui l'utilise, quoi. Pour faire fonctionner évidemment le système de la santé et puis de garantir que les gens qui tombent malades puissent être soignés pour revoir. À la base, c'est surtout aussi pour permettre aux gens de repartir au travail en bonne santé et de repartir correctement. Parce que si on ne traîne pas une maladie, elle peut traîner, s'empirer, coûter plus cher si on la prend en charge plus tard. Si la personne n'a pas d'argent, elle ne va pas pouvoir payer. Donc, quelque part, elle va créer un déficit parce que personne ne va pouvoir payer la réparation, ou alors on laisse la personne sur le carreau, on la laisse mourir, mais du coup laisser mourir une personne, c'est une personne qui pourrait pas générer c'est une personne de moins dans la génération de revenus, de PIB, de contributions marchandes, voilà. Après il y a encore, là c'est dans le système tel qu'il est, donc par la réforme, par le machin, mais il pourrait très bien avoir un autre système de pensée. C'est là où j'aimerais un jour arriver, c'est rentrer dans un autre système de pensée sans système marchand absolument, de rémunération par la vente de marchandises, machin. Donc là je ne sais pas quoi. C'est ça, mais ça serait mon rêve, c'est de faire des jeux vidéo avec un système économique qui n'est pas le système marchand, le système capitaliste. Autre chose, un autre système. On donne de l'argent aux gens, on crée, on produit, on récupère et on redonne de l'argent pour que les gens puissent acheter des machins. Parce que toi, tu vas être boulanger, lui, il va être machin. Toi, le boulanger, tu as besoin de manger sa viande et inversement. Toi, c'est légumes à lui, machin. Et donc, il te faut un revenu pour pouvoir payer ce truc-là parce qu'on va pas le faire forcément. Ça veut pas dire pas de monnaie, mais ça veut dire une autre façon d'envisager le truc. Ou alors, on met ça en commun et on répartit à tout le monde. L'avantage de la monnaie dans ce système est de faire une espèce de garantie générale
pour tous, c'est que chacun génère cette monnaie, la met dans une cotisation, elle est reversée un peu à tout le monde, et tout le monde, avec cet argent reversé, peut acheter la baguette, la viande, la légume, les légumes, etc. à chacun. Donc ça garantit que l'activité du boulanger fonctionne, que l'activité du vendeur de viande fonctionne, que le producteur, l'agriculteur, le marchand qui vend les légumes, lui aussi va être payé pour le travail qui va être fait. Et donc une partie va être prélevée plus ou moins forte et donc rentrer dans les... Mais c'est très difficile, même comme ça, on rentre un peu dans ce système de marchandises. Hein. C'est très compliqué d'en sortir parce qu'on est dedans depuis toujours. Quoi. C'est vraiment compliqué. Voilà. On répartit tout le monde. On prend le PIB global, on prend tous les riches, on les met tous ensemble, on leur prend l'argent et on le redistribue à tout le monde. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est pas si compliqué, voyez-vous. Et ben, je sais pas, je vois j'entends des gling. Alors je sais pas si c'est un bug de mon truc, mais il y a des gling qui tombent dans tous les sens. Mais j'ai pas de truc. 20,02, on est le 26. Hein. Je ne sais pas. Bref, on va continuer. Et les 2980 balles en comptant les enfants et les retraités. Oui, c'est par habitant, c'est tout le monde. C'est oui, bien sûr. Ah oui, effectivement, oui. Non, j'étais en train de me demander, mais qu'est-ce qu'il raconte? Oui, bien sûr. C'est par habitant, ça veut pas dire que tous les habitants génèrent 2900, c'est bien le cas. Il y a des gens qui génèrent 0 €, évidemment. Mais c'est compté dans le PIB. C'est pour ça que je dis qu'on peut répartir à tout le monde. Mais les retraités, de toute façon, les 2900, si on les répartit, on va bien les donner aux retraités. Il faut que les gens puissent vivre. Donc les retraités, il faut qu'ils vivent. La question, là-dessus, la seule question qui se pose, c'est sur les mineurs. Est-ce qu'on donne un salaire à vie aux mineurs ou pas? Et à partir de quel âge? Si on ne le donne pas à des enfants de 3 ans, évidemment. Hein, et est-ce que c'est nécessaire? Je ne sais pas. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on met un salaire à vie, c'est pour ça qu'on peut pas donner 2980 € à tout le monde, parce que il faut prendre en compte qu'il y a d'autres prestations qui existent. Donc ça veut pas dire que quand il y a un salaire à vie, je sais pas, hein, ça peut être une question, ça peut être dire bon, on met salaire à vie, on enlève tout. C'est un des débats d'ailleurs qui revenait sur le revenu de base. Est-ce que le revenu de base, on met un revenu de base à 800 balles pour tout le monde et on supprime tout le reste, ou est-ce qu'on met 800 balles à tout le monde mais on garde quand même tout le reste, c'est-à-dire le RSA, les allocations familiales, les APL, la sécurité sociale, le chômage, les aides pour faire des formations, tout ça. Il faut bien les retraites, j'ai oublié, tout ça. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas partir du principe qu'on va donner 2980 balles, machin. Alors si on exclut les enfants, on peut refaire ça hein, si vous voulez. On va prendre le temps. Puis je me remettrai un marqueur pour dire quand est-ce qu'on a repris la lecture. Mais on était à... donc ça c'est 38 000 quoi. On ne sait pas, PIB par habitant, c'est ça. C'est le truc qui vient en premier. On va prendre le truc qui vient en premier. Vous prenez population française moins les enfants. Je sais plus où. Voilà, on prend les moins, par exemple, on prend de 0 à 19 ans, puisque c'est 0 à 19 ans. On enlève les enfants à qui on va pas donner un salaire à vie, évidemment. Enfin, évidemment, c'est pas. En fait, je dis évidemment, mais par principe, on se dit, on donne bon, là, je prends les 0-19 ans parce que c'est 0-19 ans, mais par principe, on donnerait qu'à ceux qui ont 18 ans, parce que sinon, c'est à la charge des parents, en général. Les moins de 18 ans sont à la charge des parents, donc voilà. Donc la question se pose pas. Se pose comme ça. Mais vous voyez, par exemple, il y a 15 millions, je sais plus combien on est en population au total. Il n'y a pas le total... 13 millions, machin... Ah, et les gars, donnez les chiffres. Je veux dire, quand vous... On enlève ça. Ah, on est à 67. 67,39 moins 15,43.
millions de Français entre 0,19, donc ce serait pas exactement ça. Je sais pas pourquoi ils ont pris 0,19, mais c'est comme ça. 0,19, et on prend pas PIB par habitant, mais PIB tout court. Le PIB tout court, c'est 2000 milliards, je sais pas combien. Alors attendez, 2600, 2000... on est à 2000 milliards, 1000 millions, milliards. Voilà, 2603 milliards, et on est 51 millions 960 51. Voilà. Ça fait un PIB par an de 50 096 pour que les majeurs, que les adultes, que l'on retranche de 12, ça fait 4100. Alors je vous donne les chiffres. J'ai peut-être mal calculé, hein, j'ai peut-être fait des erreurs de calcul, mais à la limite on s'en fout. PIB par adulte, par exemple, et donc par an, hein. Par an évidemment, et puis ça par mois. PIB par adulte par mois. Voilà, je trouve ça par exemple. Donc évidemment ça nous donne plus de largesse, on va dire, pour un salaire à vie ou pour tout autre machin. On a 4,174 machin. Ce qu'il faut pas oublier là-dedans, c'est qu'il reste, il y a une partie toujours, même si là on pense par habitant, donc on dirait chaque habitant a 4174, oui, mais évidemment sur ces 4174, il faut payer l'éducation, il faut payer la santé, il faut payer les retraites, les retraites, le RSA, enfin toujours ces minima, ces trucs qu'on a déjà en place. Donc évidemment, il faut retrancher sur ces 4174 par mois, combien ça nous coûte par mois, la santé, l'éducation, tout ça, avant de se dire on va donner un salaire à vie. Bien sûr, évidemment. Voilà l'idée. Évidemment, on peut partir de ce truc-là. Après, il faudrait voir, est-ce qu'on donne à partir de 16 ans, de 18 ans, de 19 ans, de 21 ans, de 24 ans, voilà. Vous comprenez bien le délire. Évidemment, les parents gardent une allocation par enfant, bien sûr. Enfin, ça serait le but. Je pense que ça serait le but de garder ça, mais le but, c'est quand même de garder tous ces minima, tous ces trucs qui existent, tous ces aides qui existent, parce que c'est des... Si vous voulez, on va pas supprimer la AH sous prétexte qu'il y a un salaire à vie. Parce que le handicap demande d'utiliser de l'argent supplémentaire pour la gestion du handicap, que ce soit mental, donc voir un psychologue, machin. Il faut bien que ce soit pris en charge. Alors soit on le laisse complètement à la pomme du gars et le gars se démerde avec ça, soit on rétablit plus ou moins la justice par rapport à un normie, une personne normale qui n'a pas de problème de santé. Et donc du coup, ça fait qu'il y a un AH pour les handicaps, il y a pour ceux qui sont... qui ont pas... Alors je sais pas pour le RSA, c'est peut-être la question qu'on peut se poser. S'il y a un minimum qui est de 1300, 1500, 1800, j'en sais rien, en salaire à vie pour tous, est-ce qu'il y a besoin d'un minimum de RSA par exemple? Probablement pas. Ça enlève aussi toute une partie d'administration pour la gestion. Parce que vous savez qu'il faut... alors je sais pas, peut-être qu'il faut quand même garder des assistantes sociales un peu plus dans l'objectif de aider les gens vraiment, plutôt que de les caser dans un emploi n'importe lequel, hein. Mais on peut garder ça, évidemment, cette gestion-là, mais on peut peut-être enlever la partie administrative qui consiste à fliquer les gens, à vérifier que machin a bien rempli le dossier pour envoyer un truc qui dit oh, attends, vous inquiétez pas, je trouve un emploi, alors que peut-être la personne a peut-être d'autres besoins que de trouver un emploi sur le moment, en tout cas. Voilà, peut-être enlever cette partie d'administration, de contrôle, de surveillance et évidemment de gestion pour redistribuer l'argent. Si vous enlevez la partie de ces RSA, vous faites des économies sur toute une partie des salaires. Déjà, ces gens-là, on les vire, ils n'ont plus besoin d'être là, ou alors ils vont dans un autre emploi. Ou alors, dans tous les cas, même si on les vire, on les supprime de la gestion administrative des RSA ou de tout un pan de machin, ces gens-là ont un minimum social qui s'appelle le salaire à vie. Et l'avantage du salaire à vie, c'est que c'est donné à tout le monde, sans distinction aucune. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de contrôler qui est qui. Si vous le donnez à tout le monde, donc il n'y a pas besoin de faire de la gestion administrative pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire qu'on va enlever complètement la gestion administrative, il y en aura toujours.
pour tout un tas de raisons, encore une fois. Si on regarde le AAH, il faut bien des gens pour décerner, déjà pour trouver la maladie, pour pouvoir faire les dossiers, pour aider à monter les dossiers, pour les contrôler, les vérifier, les valider. Donc évidemment, il y aura toujours, mais peut-être moins dans la partie RSA, puisqu'on supprimerait le RSA, mais les autres garanties existeraient toujours. La retraite, évidemment. Je prends l'exemple de l'AAH parce que c'est le plus parlant. L'AAH, comme j'ai dit, c'est un truc très spécifique, avec des besoins très spécifiques de la personne. Donc voilà pourquoi ça existe. Et donc vous donnez, en plus du salaire à vie, un truc spécifique pour ce truc-là. Voilà. Et salut à toi, The Mephisto 22. Voilà. En tout cas, c'est l'idée, c'est l'idée du système qui peut être mis en place. Encore une fois, c'est toujours des points de détail sur lesquels ensuite on va négocier, discuter, débattre sur combien de pourcents il faut prendre à tel machin, combien de pourcents on donne à ça, comment on fait la répartition en général et comment on la fait. Et après, il y a plus global derrière, c'est comment on change le système en entier pour trouver un autre système. Ça peut être un salaire à vie qui est dégagé par une forme de création monétaire. On crée de la monnaie, l'État crée de la monnaie, il crée la monnaie qui est nécessaire à l'existence du fonctionnement général, c'est-à-dire d'avoir des agriculteurs, des distributeurs, des je sais pas quoi, des bidules, des machins. L'État dit, bon, alors, pour faire tourner le pays, là, actuellement, ça veut pas dire, soit on détruit complètement le système de marché, le truc privé, capitaliste, marchand, bourgeois, je sais pas quoi. Soit on supprime ça complètement, et donc du coup on se dit c'est l'État, c'est nous, l'État, on décide de combien de budget combien de création monétaire on a besoin dans notre pays pour faire tourner le système, donc pour que les gens s'achètent des trucs quand même, parce que il y a toujours l'idée de marchandise. Soit on dit on distribue de l'argent à tout le monde, soit on dit on ne distribue pas de l'argent. Enfin, vous voyez, on répartit les biens. Le plus simple, c'est le monétaire encore. On peut rester dans l'idée du monétaire, mais on peut essayer de s'enlever, de s'extraire du monétaire encore après derrière. Ça serait une étape à franchir encore plus. Mais dans l'idée, déjà, on part du monétaire. L'État imprime ce qui est nécessaire à faire tourner la machine. Donc, un minimum, un salaire à vie, payer les soins, les bidules, les machins. Et basta. Il n'y a pas de création, il n'y a pas de récupération par rapport au marché de banques privées qui ont généré de l'argent de dette pour financer des entreprises, machin. Non. C'est l'État qui génère cet argent, qui le redistribue tout le monde, et après les gens s'échangent les trucs, machin, entre eux, et basta. Alors ça peut être... On va pas rester dans le basta à 100%, on peut récupérer de l'argent sur les ventes qu'ils ont quand même fait, mais il n'y a pas de système de banques privées qui prêtent de l'argent, machin. Ou alors on reste dans un système plus ou moins capitaliste avec toujours des trucs privés, mais les trucs privés à la marge, les trucs pas essentiels, les trucs de confort, de machin, on les laisse exister à droite à gauche s'ils ont envie de faire des trucs, mais on les contrôle, on les impose, voilà, pour pas que ce soit n'importe quoi non plus, quoi. Et puis certains secteurs, on décide tous ensemble que ces secteurs-là, il n'y a pas de privé, quoi qu'il arrive, et c'est l'État qui donne de l'argent à ces secteurs-là, et puis basta. Plus la création de monétaire, de salaire à vie. Évidemment, pour qu'il y ait quand même destruction de monnaie dans ce système-là, ça veut dire qu'on doit chaque année délibérer de combien on a besoin de monnaie et combien est déjà en circulation. Est-ce que ça sert à quelque chose d'en rajouter plus ou pas ? Est-ce qu'on coupe tel budget, machin ? Et surtout, qu'est-ce qu'on impose ? Qu'est-ce qu'on récupère comme argent qu'on va soit détruire, soit réinvestir ? C'est ça la question. Réinvestir dans le salaire à vie ou dans les aides sociales, là où les secteurs en ont besoin. Mais il faut arriver à s'enlever l'idée que ça se ferait par création monétaire, par dette de banques privées à des entreprises. Vous voyez ? On crée de l'argent pour le donner à chaque citoyen. C'est ça le truc qui peut être pensé. Il y a toute une réflexion là-dessus. Moi, c'est des papiers comme ça que j'aimerais trouver, et c'est très difficile d'en trouver parce que c'est des concepts qui sont difficiles à appréhender parce qu'on est complètement enfermé dans cette logique. Même moi, j'arrive pas à m'en extraire à 100%. À chaque fois que je veux penser à un système, je me retrouve toujours dans l'idée de marchandise parce que j'ai du mal à envisager autre chose où les gens ne se payeraient pas pour les produits. Genre machin est agriculteur, machin a
des droits garantis, par exemple, d'avoir à manger, à boire, une maison, un machin, mais il n'y a pas de monnaie en jeu. On pourrait trouver un système comme ça où il n'y a pas de monnaie en jeu. Et machin, bah, il distribue ses légumes à une distribution générale qui, eux non plus, n'ont pas besoin d'argent. Ils n'ont pas besoin de monnaie, mais ils sont là pour distribuer la marchandise à chacun. Et chacun vient, si on reste dans l'idée un peu dans laquelle on est, c'est-à-dire qu'il y a des marchés, pas des marchés, des entreprises de distribution, des petits magasins. Il y a des magasins partout dans la France. Les légumes sont amenés dans chaque magasin partout dans la France et les gens viennent se servir gratuitement pour récupérer la nourriture. Et chacun peut venir dans un logement. On définit que cette personne est propriétaire d'usage du bâtiment, du logement, mais il n'y a pas d'argent en jeu. Vous voyez, ça c'est difficile d'envisager. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est un truc, on n'a pas l'habitude de se dire que ça pourrait être comme ça. Et évidemment, il faut penser à les dérives que ça pourrait amener et les envisager à l'avance en se disant « Oui, mais si on fait ce système-là, il pourrait se passer là. » Alors, comment on compte ces trucs qui pourraient arriver ? Il faut essayer de penser à tout ça. Mais ça, c'est... Voilà, nos générations, les générations précédentes ont vécu dans un système monétaire avec de l'argent où on s'achète des choses, on se vend des trucs. Machin, c'est compliqué. Et l'autre problématique, on en revient toujours à ça, c'est la question internationale. C'est-à-dire par rapport aux autres. Si nous, on ne joue pas le jeu de l'argent, de la monnaie, on n'a pas d'argent dans notre système, on a des agriculteurs qui redistribuent la nourriture, machin. Comment on fait pour récupérer des produits à l'extérieur ? Comment on fait pour vendre, pour vendre des produits à l'extérieur, sachant que la monnaie qu'on va importer dans notre pays ne sert à rien puisqu'on n'utilise pas cet argent. Vous voyez ce que je veux dire ? La question internationale, elle est indispensable dans un système où on réfléchit à un autre système différent du capitalisme. Parce que c'est pas nous. Nous, si on s'extrait du capitalisme en faisant un système non marchand, comme je viens de le décrire, un système où il y a toujours des magasins, mais les magasins, vous ne donnez pas d'argent quand vous arrivez dans le magasin. Si vous êtes dans cette pensée-là, dans ce système-là, il reste les autres pays autour. Et c'est pour ça que dans le Capital de Marx, le marxisme, la question du communisme, pourquoi elle est pensée internationalement ? Parce que si vous mettez un système dans votre pays, si à l'international, il ne joue pas le même jeu que vous, bah vous ne pouvez plus avoir de négociations sur des produits, des machins, à l'extérieur. Parce que les pays externes, ils vont pas vous faire cadeau du minerai d'uranium, ils vont pas vous faire cadeau de la viande qu'ils ont produit, ils vont pas vous faire cadeau des richesses que eux ils produisent que nous on produit pas. On peut toujours l'envisager sur l'échange, ça se fait. Hein. Il y a des fois c'est des négociations, des traités par des papiers. On dit moi je te donne un peu d'électricité gratos. En échange, toi, tu me donnes tel produit comme, je sais pas moi, je prends l'exemple, c'est habituel des matériaux, par exemple sur un civilisation, vous allez échanger du fer contre de la... comment ça s'appelle ? Des... ah mon Dieu, je sais plus, des épices, voilà, des épices, vous allez échanger des épices contre du fer, vous allez échanger... je sais pas quoi contre je sais pas quoi, et il n'y a pas forcément de transaction financière, forcément, de monétaire, il n'y a pas forcément de transaction monétaire. Donc on peut toujours dire, on négocie avec les pays à l'extérieur qui ne sont pas dans le même système que nous, mais on peut quand même échanger des produits contre des produits. Ça peut se faire. Mais dès qu'il y a question argent, là, du coup, ça coincerait, parce que nous, on n'utilise pas l'argent, on n'utilise pas la monnaie, ou alors si on a une monnaie, comme on a dit, notre monnaie, elle n'est peut-être pas reconnue à l'extérieur, etc., qui va reconnaître notre monnaie, machin. Donc, ça pose tous ces questionnements-là une fois qu'on a pensé déjà dans le cadre du pays, de l'intérieur. Vous voyez ? Ça peut amener ce genre de choses. Le salaire à vie est plus rigolo, je trouve. Le revenu universel maintenant est pour tous. Ouais, là, on est team salaire à vie. Hein. Dans l'idée. Mais enfin, team salaire à vie. Moi, je suis dans l'idée qu'il y ait un revenu pour tous, équivalent, sans distinction, sans contrôle, sans machin, voilà, pour tous.
Après, comment on met en place tous ces systèmes-là? Déjà, je vous ai décrit 3 ou 4 systèmes différents, sommellement, de façon macro comme ça. Évidemment, après, c'est tous des points de détail qui peuvent être discutés à l'intérieur de la nation, dans des débats publics, dans des questionnements, dans une assemblée, dans je sais pas quoi. Dans une démocratie concrète et aboutie, avec des systèmes comme le truc que Macron a fait. La seule chose qu'il a bien fait, qu'il a complètement mis à la poubelle le travail qui avait été fait sur la Convention citoyenne sur le climat. Convention citoyenne sur le climat, c'était très bien. C'était très très bien. Et pourtant, ça a été jeté à la poubelle. Voilà. Donc nous, on pourrait avoir plein de conventions citoyennes sur comment on fait, combien on prend, à qui, où, comment. Est-ce qu'on veut un système monétaire comme ci? Est-ce qu'on veut remettre de la dette publique? Est-ce qu'on en a marre que des milliardaires prêtent de l'argent à des États? Est-ce qu'on ne voudrait pas plutôt que de se faire prêter de l'argent par des machins, la créer nous-mêmes? Voilà. Et est-ce que ça se fait au sein de l'Europe ou est-ce que ça se fait au sein de la France? Peut-être que la France est une première étape pour montrer que c'est viable pour la répartir dans l'Europe. Peut-être que au-delà de l'Europe, on peut, sans penser à l'Europe du moins, on peut parler avec d'autres pays qui voudraient un système un peu comme le nôtre, avec qui on pourrait échanger, avoir des intérêts, comment dire, voilà, moi j'ai un intérêt à avoir tel truc que toi tu as dans ton truc. Moi je te propose ça dans mon pays. On fait un système non marchand, comme on a dit, mais on fait de l'échange quand même, une espèce de troc entre pays. Ça se fait par des contrats, des machins, pour qu'il y ait un côté de loi, de trucs. Et si on se met d'accord avec ce pays, peut-être qu'on peut devenir pas indépendant, autonome en autarcie, mais on est entre guillemets autonome, mais en coopération avec d'autres pays sur lesquels, voilà, si on est en coopération avec tel et tel pays, si on est une alliance de 12 pays, système salaire à vie général sans système marchand, est-ce qu'on est entre nous capable de se créer une autonomie de chacun des peuples sans dépendre du système capitaliste qui serait plus vendu par les USA, le Royaume-Uni, le Japon, enfin tous les endroits, l'Allemagne. Par exemple, peut-être qu'on ne s'entendrait pas avec l'Allemagne. L'Allemagne voudrait rester dans un truc néolibéral, ordolibéral, capitaliste, et nous, on voudrait un truc comme on a décrit avant, avec d'autres pays, j'en sais rien. Peut-être que l'Espagne voudrait avec nous, peut-être que le Portugal voudrait, peut-être que l'Italie voudrait, peut-être que la Grèce voudrait, j'en sais rien, vous voyez. Ça, c'est pour ça qu'il faut penser à la question internationale. Et plus on est nombreux à accepter ce système, plus on a les capacités d'autonomie et d'échange avec les pays. On peut se dire, moi je t'échange ça parce que j'en ai besoin et toi tu as besoin de ça, voilà. Ça peut se faire dans la coopération, ça peut être un échange coopératif plutôt qu'un échange compétitif, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je pense que vous voyez un peu l'idée, quoi. Faudrait qu'on joue à Civilisation tous ensemble. On pourrait réfléchir à ce genre de choses, on pourrait jouer à Minecraft, on pourrait jouer à Echo, j'ai plein d'idées de jeux sur lesquels on pourrait tester ce genre de trucs. À différentes échelles, une échelle macro, une échelle micro, vous voyez ce que je veux dire? Oui, je suis bien d'accord, Clem, mais ça se fera jamais. Ah, il faut jamais dire jamais, il faut se battre pour. Et si tu dis ça, ils ont gagné. Il faut au moins lutter pour nos phrases. Voilà, il faut défendre l'idée, il faut essayer de faire rêver les gens à un système, essayer de leur faire penser qu'il peut exister d'autres façons d'envisager le système économique. Ça reste une économie, ça reste un fonctionnement général d'un pays, mais d'une autre façon. C'est faisable. Il y a bien des endroits avec qui on pourrait négocier pour ce genre de truc, pour que ça existe, pour qu'on crée une... Alors évidemment, il va falloir trouver un moyen d'avoir une autonomie sur certains pays. Si on veut être autonome sur certains, par rapport à certains pays, pour être autonome, mais qu'on a besoin de certaines matières qui sont dans un pays, voilà, soit on se met d'accord avec le pays en face, soit on continue dans l'échange, même si eux sont capitalistes, on trouve un moyen d'échanger avec eux, soit on trouve des pays avec qui on peut faire des échanges qui peuvent nous avantager tous les deux, quoi. Ça veut pas dire faire la guerre au système, ça veut pas dire faire la guerre à des pays capitalistes, c'est juste ils veulent pas de nous, eux ils veulent leur système capitaliste, nous on n'en veut pas. Ben nous on le fait dans notre coin, dans nos pays, on le fait comme on veut. Et ceux qui veulent le capitalisme, allez dans le capitalisme, pas de souci. Si vous préférez votre système de compétition alors que nous on veut un système de coopération, ben on choisit le système de coopération de notre côté. Ouais, c'est vrai qu'il faut jamais baisser les bras dans la lutte. Ouais, la lutte continue.
Mélenchon est pour le revenu universel. Ouais, après voilà, Mélenchon, bon. Pourquoi pas? Je veux dire, c'est pareil. Moi, Mélenchon, parce que du coup, on a complètement dévié de ce qu'on disait, hein, je suis désolé. Mais Mélenchon, il reste dans une idée, comment dire? Il n'est pas dans l'abolition, hein. Et moi, je vous propose même pas l'abolition non plus. Il est dans la transformation. C'est pas une punition, hein. Voilà, c'est pas une punition. Je suis pas dans la transformation. Je suis pas forcément dans l'abolition pure et dure du système. Peut-être à terme, mais je suis pour une transition étape par étape. Et peut-être que pour Mélenchon, c'est une étape qui, pour l'instant, est acceptable. Alors que ce que je viens de décrire, peut-être que c'est pas rentré dans les consciences de tout le monde encore. Il n'y a pas encore beaucoup de gens qui ont réfléchi à la question. Donc, si vous amenez ce raisonnement, ce questionnement, ce système économique comme je viens de le décrire, si vous amenez ça devant les gens qui n'ont pas l'habitude de réfléchir à ce genre de questions, ça va faire bizarre. Vous voyez, voilà, pour l'ex-Kelvin qui n'aime pas, je vais vous parler de la fenêtre d'Overton. Ça fait partie de la fenêtre d'Overton. On parle toujours de la fenêtre d'Overton dans le sens les idées d'extrémistes, d'extrême droite, je sais pas quoi. Mais la fenêtre d'Overton, c'est aussi sur ce genre de questions. Si vous en parlez souvent, plus vous en parlez, plus cette question peut entrer dans le débat. Et si vous avez des idées très radicales, que vous amenez des idées très radicales économiquement, hein, j'entends, sur ce que je viens de dire, peut-être que on va pas prendre ce système très extrême que j'ai décrit, mais un système un peu moins extrême qui paraîtra du coup beaucoup plus acceptable, peut-être plus facile. Mais il faut d'abord que les gens entendent l'opinion. Il faut déjà décrire comment ça pourrait fonctionner. Il faut arriver à faire comprendre et accepter aux gens que c'est possible. Et enfin, voilà, il y a tout ce truc-là. Et ça, c'est un cheminement culturel. Il faut amener cette question sur le débat public. Il faut que les gens en parlent, il faut que les gens s'en saisissent, les gens la réfléchissent, fassent comme moi, se disent comment on pourrait faire, quel détail, point de détail, machin. Il faut leur donner la possibilité de réfléchir à la question, que le système, que l'économie soit une question qui soit utilisable et mobilisable par les populations. Et expliquer, parce qu'il y a une étape à pas franchir, c'est celle de faire comprendre que l'économie, c'est pas dur. Ça demande un petit peu d'investissement pour comprendre un peu comment ça fonctionne, mais c'est pas dur en soi. Et ça peut être mobilisé. Et dans le partage et l'échange d'informations entre les gens, si des gens sont un peu plus calés, ils peuvent expliquer aux autres comment ça fonctionne pour qu'ils se saisissent de la question. On n'est pas obligé de connaître tous les points de détail de l'économie pour réfléchir à la question économique. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut que les gens puissent se dire « Ah, mais je peux réfléchir à un système économique. Ah, je peux imaginer d'autres systèmes, c'est possible. » Je suis pas obligé, c'est pas un truc technique sur lequel je peux jamais réfléchir et jamais envisager une question. L'économie, c'est pas de fait par nature. L'économie, c'est une science sociale, c'est une question, c'est un choix, c'est une décision de chacun. On se met tous d'accord sur un système économique. Si vous n'êtes pas d'accord avec le système, si moi je suis pas d'accord avec le système, je peux définir que votre euro n'a pas de valeur de mon point de vue. Si je me mets en autarcie, si seulement c'était possible, si je me mettais en autarcie, que quelqu'un vient avec un billet euro pour m'acheter des trucs, je lui dis mais tes euros, j'en veux pas. Tes euros ne servent à rien, j'ai pas envie de te vendre des trucs, je ne le vendrai pas. Ton euro ne m'intéresse pas, parce que je l'utilise pas, je suis en autarcie, machin. Alors évidemment, on n'est pas en autarcie, mais on peut être en autonomie, on peut dire... Et l'autonomie, encore une fois, c'est pas l'autonomie dans le sens je me mets tout seul dans ma ferme et j'élève les poulets pour moi, ma nourriture pour moi, machin. Non, l'autonomie, ça peut se réfléchir avec des gens qui sont dans la même idée que vous. C'est-à-dire, moi, je me mets en autonomie avec mon voisin qui se met en autonomie, avec un autre voisin qui se met en autonomie, et on se met d'accord. Lui produit ça, moi je produis ça. On se met d'accord pour répartir ces richesses entre nous, cette nourriture, cette boisson, cette machin. On devient autonome du système, on n'a pas besoin d'argent parce qu'on arrive à se divertir, à se faire un truc le soir. Il y en a un, il sait faire de la musique, on a une guitare, il fait de la guitare le soir, on s'amuse, on boit des coups machin il a produit. Et puis le soir, on rentre chez nous, on mange les carottes et les patates du voisin. Et le voisin, il mange aussi ça. Et puis l'autre, il mange un autre truc parce qu'il y a un autre voisin qui produit un autre truc et lui préfère ça, machin. Peu importe. Mais on se met en autonomie par rapport au système marchand capitaliste autour de nous. On se met d'accord entre nous. Il faut avoir une discussion générale. Il faut parler avec des gens. Il faut se mettre d'accord avec des gens
pour avoir un système qui nous permet une autonomie. Mais du coup, dans cette autonomie, on se dit, nous voilà, on aime bien, on vit comme ça, on est bien comme ça, on est très bien chez nous, on marche comme ça en autonomie, et votre euro n'a aucune valeur dans notre système à nous où on est en autonomie. Puisqu'on arrive à se manger, à se loger, on arrive à machin, on a notre propriété, on n'a besoin de rien de spécifique qui vienne du marché ou je sais pas quoi. Alors évidemment, c'est un peu un idéal parce qu'on a toujours un peu besoin des autres sur un truc. À un moment, il va nous manquer un truc pour réparer la maison, avoir une scierie, avoir un bois, machin, pour pouvoir produire ça. Ou alors des trucs encore plus complexes comme la technologie, des ordinateurs, du téléphone, c'est compliqué. Si à un moment vous avez besoin de changer de téléphone, etc., et que vous n'êtes pas dans le marché, ça pose des problèmes à l'heure actuelle. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si vous êtes au maximum autonomie, dans un mode idéal, hein, je dis, et ben vous dites que l'euro ou le dollar, le machin, n'a aucun intérêt à votre personne, et donc du coup n'a zéro valeur pour vous. Pour vous, elle n'a pas de valeur. Vous n'avez pas besoin, vous ne vous en servez pas. Et si vraiment vous avez envie d'avoir cet euro pour vous acheter un truc, c'est toujours possible. Vous dites, on a produit beaucoup quand même pour notre village autonome, on va dire. Pour nos villages autonomes, on serait plusieurs villages par exemple. On a assez, mais on veut bien vous vendre un peu le surplus de production qu'on a pour avoir un peu d'argent, pour pouvoir acheter des trucs au capital, parce qu'on a quand même besoin un peu de ce truc-là pour tel ou tel truc, mais on se limite. Voilà, on arrive à tirer une centaine, 200, 1000, peut-être 1000 euros par mois maximum, voilà, pour tout le village, et ça nous permet d'acheter et réparer un truc spécifique dans le village voisin ou dans le nôtre ou machin. Mais évidemment, c'est dans la conception générale, mais ça veut dire que c'est envisageable. Si vous y réfléchissez, c'est possible. Vous voyez? Et il y a beaucoup de gens qui essayent ce truc-là, de se mettre en autonomie, mais en même temps dégageant des revenus quand même quelque part, en vendant des trucs, pour les trucs qu'ils ne peuvent pas avoir là sur place. Et après, il faut l'imaginer à l'échelle d'un pays et d'organisations entre pays qui se mettent d'accord pour échanger des produits sans euros, sans dollars, sans machin. Vous voyez l'idée? Évidemment, c'est compliqué. On part très très loin, mais il faut pouvoir amener cette conscience, cette question, cette possibilité de penser l'économie différemment. Et que c'est possible, et que chacun doit pouvoir prendre sa part et dire, moi je préférerais un système un peu plus comme ça, avec ce truc-là, machin. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend plutôt ça ou plus ça? En plus, ça nous aide à réfléchir à toutes les questions éventuelles, à toutes les problématiques qu'il pourrait y avoir, etc. Pardon. Alors... Alors Mélenchon, on en était où? Mélenchon faisait un meeting. Oui, mais Mélenchon, il fait de la concurrence, ça suffit. Hein, ça suffit, Mélenchon. Arrêtez de faire de la concurrence. Ah, là, il y a un vrai gling-gling. Attends, là, oula, c'est la fête. Là, ça fait gling-gling dans tous les sens. Alors que c'est le 5e mois de Bubu, quand même. Putain, ça fait 5 mois déjà. Je me rends pas compte enfin, ouais. Je sais plus. Je vais voter pour lui malgré tout ce que je ne trouve pas parfait. Ben voilà, moi je suis un peu sur cette idée-là. C'est qu'évidemment, il est pas parfait, mais à un moment... faut bien faire quelque chose là maintenant dans le moment particulier dans lequel on est. Je m'étais résigné il y a 5 ans à plus jamais voter parce que trahison, parce que machin, mais... Enfin, trahison. Ouais, c'est pas une question de trahison plutôt, c'est juste... ouais, il y a eu un truc il y a 5 ans, bon voilà, je me suis dit... ce serait la seule fois que je voterais, et en fait, bon voilà. Mais finalement, je me dis, cette année, je vais quand même voter, quoi. Je vais quand même voter, et voilà. Parce que après, on verra au deuxième tour si je vote ou pas, mais la question se pose personnellement. Voilà, je veux pas chercher le candidat exceptionnel, incroyable. Si ça peut me permettre de faire un pas dans les idées, dans la culture, dans l'économie, peut-être faire un changement et peut-être aussi améliorer un peu les conditions des gens, je veux prendre le pari, le risque de voter pour éventuellement faire changer les choses un petit peu à minima, en espérant évidemment qu'il y ait toute mobilisation de toutes les personnes qui veulent voir un changement dans ce système pour pousser un peu au cul, quoi. On verra bien, hein, peut-être une erreur, peut-être qu'il ne se passera rien, ça changera rien, voilà, mais au moins je vais faire la démarche de faire ça personnellement, c'est la décision que j'ai prise. Voilà. Et je pense que je vais aussi aller voir ce que je peux faire au niveau des
des législatives. Voilà. Je pense qu'il faut que je me pose la question aussi sur les législatives. Comment je vais voter, qui je vais voter, où je vais voter, voilà, ce genre de choses. Mais je pense que je me pose aussi la question sur ça. Et après, on verra la suite. Si dans 5 ans, si je suis complètement déçu et qu'il n'y a vraiment pas d'alternative, bah, je voterai plus du tout. Mais on verra. On verra d'ici là. Revenu universel, c'est trop demandé, revenu universel, sans contrôle impossible. Ah oui, ouais, dans l'idée de pas faire de contrôle, machin, parce que les gens, ils considèrent que si on donne de l'argent à quelqu'un, il faut qu'il y ait une raison, il faut qu'il y ait une justification. Il faut que la personne soit française, il faut que la personne soit ci, il faut que la personne soit ça, il faut que la personne s'insère dans l'emploi. Tant qu'il y aura le système de contrôle, ça sera l'horreur pour moi, mais bon, voilà. Parce que, enfin, ça dépend. Après, s'il y a un système entre guillemets de contrôle, mais c'est pas vraiment du contrôle, c'est plus de l'aide, vraiment, d'apporter du soutien pour faire émerger des entreprises, des créations, de l'activité rémunérée d'une façon ou d'une autre. Pourquoi pas? Mais là, pour l'instant, moi, le système de ce que j'en ai vu, il vous aide pas à trouver une nouvelle chose de création artistique, de création culturelle, de création de pensée intellectuelle, de création de tout un tas de trucs. C'est considéré comme des parents pauvres de tout. Et ces gens-là, on leur dit de travailler 2 fois plus que les autres. C'est-à-dire, si vous faites du produit culturel, de la réflexion, de l'intelligence, vous êtes un paria si ça dégage pas assez de revenus. Donc, il faut travailler en tant que salarié dans un autre truc, dans un emploi, quoi. Bon, à partir de là, moi, je trouve que c'est pas ça ma conception, quoi. Pour moi, la conception, c'est que chacun a quelque chose à apporter à la société en général. Et que pour ça, il devrait être rémunéré pour pouvoir l'exercer, cette activité. C'est tout. Sinon, on se retrouve avec des gens qui pourraient faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Et donc, du coup, qui ne le feront pas. Et il faut... En gros, c'est un espèce de pari sur l'avenir quand on donne un revenu général à tous. C'est un pari sur l'avenir de ça, la population, parmi tous les gens qu'on a permis de vivre, ces gens-là vont peut-être produire quelque chose d'incroyable, d'exceptionnel. Et on n'est pas dans l'idée de « Ah, c'est l'entreprise qui va générer un truc, donc on va investir dans l'entreprise ». Non, on maximise l'investissement général dans la population. Et de la population, chacun fait bien comme il veut, se met en association, en entreprise non lucrative ou en entreprise lucrative ou en scope ou peu importe. Mais chacun a une garantie de pouvoir essayer de faire des trucs. Et en faisant ces trucs, peut-être que de ces trucs qu'on a fait, il y a peut-être un truc qui va être moteur général de l'économie. Et ces gens-là vont s'associer. Ils ne se seraient pas associés dans un système productif capitaliste, mais dans un système où il y a un salaire à vie. Ces gens-là n'ont pas peur de prendre le risque d'essayer des choses. Et ces choses-là, peut-être qu'elles vont émerger. Et puis, il faut rappeler qu'il y a plein de gens qui font des trucs qui n'ont aucune valeur de leur vivant et qui, d'un coup, deviennent quelque chose de fantastique une fois qu'ils sont morts. Il y a plein d'art, plein de machins qu'on reconnaît a posteriori. Ça veut dire qu'on a laissé un mec galérer toute sa vie, qu'on a laissé dans la misère, alors que cette personne-là, si on l'avait considérée, peut-être qu'elle aurait pu faire des trucs. Déjà, elle aurait pu vivre dignement et on aurait pu considérer son travail comme quelque chose. Et on sait pas. Et on sait même pas si ces productions qu'on déconsidère aujourd'hui ne seront pas des productions qui seront considérées dans le futur, comme ça a été fait pour tout un tas d'arts. Et moi, je considère que c'est pas une bonne chose d'avoir des artistes qui vivent dans la pauvreté, dans la galère au quotidien, et qui sont reconnus après leur mort. Ils n'ont même pas pu profiter du fait d'une reconnaissance, juste d'une reconnaissance sociale générale. Et donc, pour avoir une reconnaissance sociale générale de tous à un moment ou à un autre, il faut dire, par avance, je fais en sorte que ton travail soit productif, soit un truc que l'on vend, que l'on marchandise et qui fonctionne, ou un truc qui fonctionne pas, on s'en fout, on te garantit le droit de vivre, d'exister, tu vis, tu fais ce que tu as à faire dans ta vie, tu produis, et après on verra. Peut-être que dans 200 ans, le truc que tu as produit, on retombera dessus. Des historiens du futur qui eux aussi sont rémunérés pour faire de l'histoire, tomberont sur ce truc-là, le feront apparaître à nouveau dans l'espace public. Les gens diront « Ah, c'était formidable !» Mais cette personne, est-ce qu'elle a pu vivre correctement de son époque ? Et avec un système salaire à vie, on peut dire « Cette personne a pu vivre dignement, elle n'a pas été reconnue à son époque, mais aujourd'hui, elle est reconnue par tout le monde. »
Mais au moins, elle a une vie digne. Elle n'a pas vécu dans la misère, elle n'est pas morte trop tôt, elle n'a pas été en déprime, en machin, je sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça vaut pour tout le monde. Quand je dis ça, ça vaut pas que pour les artistes, ça vaut pour n'importe quel travailleur dans n'importe quel domaine. Si je suis plombier, que j'aide 3 personnes à régler les systèmes de plomberie, si je fais pas 4, j'ai pas le droit de vivre, mais si je fais 3, j'ai le droit de vivre. Et si c'est les 3, je les aide gratuitement au lieu de les aider en leur vendant. Si moi je les aide gratuitement, j'ai pas le droit de vivre, mais si je les aide en leur vendant mes prestations, j'ai le droit de vivre. Vous voyez, il y a un paradoxe, il y a un truc pas logique. C'est ça le système dans lequel on vit. C'est un système qui dit, si tu vends ce que tu fais, si tu vends ton service auprès d'autrui, tu as le droit de vivre. Mais si tu aides les gens gratuitement, tu n'as pas le droit de vivre. Il faut trouver un autre système pour vivre à côté. Vous voyez toute cette réflexion sur j'aide des gens gratuitement à faire tel et tel projet, je suis pas rémunéré pour ça, j'ai produit quelque chose, il y a quelque chose qui existe, qui a aidé quelqu'un qui peut-être va émerger plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors qui va lui faciliter la vie. Aujourd'hui, le service, et normalement c'est un truc rémunéré, les gens doivent pouvoir vivre du service avec autrui. Pourquoi le faire dans le système marchand? Moi, si j'ai une petite dame à porter son truc au quotidien dans sa vie, je suis quand même quelqu'un qui a le droit de vivre aussi. Donc pourquoi il faudrait que ça passe machin? Si je le fais gratuitement, c'est une valeur, j'apporte quelque chose. Elle est juste pas considérée monétairement, mais elle devrait être considérée quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Je devrais avoir le droit de vivre comme tout le monde. C'est trop demandé, un revenu universel sans contrôle, impossible, c'est rigolo, je pense que ça passe un revenu sans contrôle. Moi aussi, je pense que ça pourrait passer. Même s'il y a toujours des débats et que quand on pose aux questions aux gens, ils disent « Ah ouais, mais si on donne un revenu, ils font rien. Mais vous ferez un truc? Ouais, moi je travaillerai, ouais. Mais les autres le font pas. Bah non, les autres ils le font pas. Bah pourquoi? Pourquoi pas en fait? Et pourquoi il faudrait que toi, ce que tu considères travail, ne soit pas considéré? Enfin, je veux dire, moi je considère que ce que je fais c'est du travail, vous considérez que ça ne l'est pas, par exemple. Donc du coup, j'ai pas le droit de vivre parce que vous considérez que ça ne l'est pas. Mais si quelqu'un était riche et me disait « Ah, je considère que toi, ce que tu fais du travail, c'est du travail et moi je suis riche, donc je te permets en plus de vivre. » Vous voyez? Il faut que je trouve quelqu'un qui considère que ce que je fais, c'est du travail et qu'en plus, il soit friqué pour pouvoir me permettre de vivre. C'est le mécénat, hein, c'est tout le truc du mécénat de l'artiste de l'époque où on donnait de l'argent à un artiste parce que soit on le faisait parce qu'on aimait bien l'œuvre du mec et parce qu'on avait du pognon à claquer aussi, hein, on va pas se mentir. Les riches faisaient ça. Hein. Et puis c'est aussi l'occasion d'avoir un mec sous le toit, si jamais on a besoin d'un tableau, il l'offrira gratuitement parce que voilà, parce qu'on l'aide déjà. Mais il y avait des mécènes pour faire exister des artistes. Sans ce mécénat, comment on faisait? Pourquoi ce serait pas la population en général qui ferait du mécénat en général pour tous les artistes? Oui.